Merci aux organisateurs de nous avoir invités à parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, donc la prévention de la fertilité. Alors nous allons faire cette présentation avec un petit jeu de ping-pong entre Tiffaine et moi. Alors au départ, il y a Tiffaine d'abord qui va parler d'une petite histoire. Je suis une femme de 32 ans, je n'ai pas d'enfant, je travaille beaucoup, j'ai pas de conjoint, mais j'espère bien rencontrer l'âme sœur pour fonder une famille. Que dois-je faire? Est-ce qu'il est trop tard et je pourrai plus avoir d'enfant? Est-ce que je pars vite à l'étranger pour avoir recours à un don de spermatozoïdes avant qu'il ne soit trop tard? Je m'inscris vite sur Tinder pour rencontrer quelqu'un le plus vite possible, ou je prends rendez-vous pour préserver ma fertilité? Voilà. Donc, je vous présente le Dr Tiffaine Sommet. C'est pas d'abord toi qui m'as présenté? Bon, on va inverser. Donc, Tiffaine Sommet, qui est donc gynécologue obstétricien de son état, qui travaille donc en médecine de la reproduction dans le service de gynéco-obstétrique, qui intègre aussi ce service-là. Et qui a 32 ans, et du coup qui est dans ce cas de figure où en fait toute ressemblance est fortuite. Madame, je me suis rajeunie un petit peu. Ah bon, d'accord. Elle a plusieurs enfants aussi, donc elle n'est pas déjà de Donc en gros, donc le Dr Tiffaine Sommet est spécialiste de la reproduction et en particulier de la prévention de la fertilité. Elle a fait tout son cursus à Saint-Étienne, voilà, on verra après pourquoi elle dit ça. Et elle a, au niveau de sa légitimité pour parler de ce sujet, elle a un DU de prévention de la fertilité. Et je vous présente le docteur Lionel Méry, qui a fait toute sa formation dans une ville voisine dont je tairai le nom pour éviter toute émeute dans ce lieu privilégié, mais qui a fait son travail de science sur la cryoconservation ovarienne, donc qui prend toute sa place au sein de ce sujet, et qui nous a rejoint les équipes stéphanoises depuis plus de 10 ans maintenant. Tout à fait. Nous allons donc essayer de répondre à ces questions. À qui s'adresse la préservation de la fertilité? Quand préserver sa fertilité? Et comment préserver sa fertilité? Alors effectivement, ça s'adresse donc, sur le schéma, on devine, hein, mais ça concerne les hommes et les femmes. Alors, cette préservation de la fertilité est régie par la loi de bioéthique, hein, qui a été promulguée la première fois en 1994 et qui a été révisée à multiples reprises en 2004, 2011 et 2021. La révision 2021 aura son importance, puisque la préservation de la fertilité depuis 1994 concernait la préservation pour raisons médicales, donc dans le cadre de cancer, et depuis 2021, donc c'est très récent, il est possible de conserver pour des raisons non médicales, on appelle ça aussi pour raisons sociétales, on va le développer après. Donc, la grande nouveauté dans cette dernière révision de la loi de bioéthique, c'est la préservation sociétale de la fertilité qui est maintenant possible. Donc la loi introduit la notion d'autoconserver ses gamètes. Qui dit gamètes dit ovocytes ou spermatozoïdes, donc ces cellules qui ont la capacité de reproduction. Pour les femmes, ça va s'adresser aux patientes à partir de leur 29e anniversaire jusqu'à leur 37e anniversaire. Pour les hommes, ça sera du 29e anniversaire jusqu'à leur 45e anniversaire, sans condition d'infertilité, sans condition de don d'une partie des gamètes à autrui, et tout ça dans le cadre d'une prise en charge médicale par l'équipe clinico-biologique. Ouais, je voudrais simplement rebondir que c'est vrai que la loi a introduit que c'était possible pour l'homme, mais en réalité, pour des raisons non médicales, il n'y a aucun intérêt qu'un homme vienne frapper à la porte, hein, pour se faire congeler ses spermatozoïdes en dehors du cadre du cancer. Et en pratique, ça se vérifie. Dans l'année qui s'est écoulée, il n'y a que 20 personnes dans la France entière qui est venue congeler ses spermatozoïdes sans raison sociétale. Alors, pour la préservation de fertilité pour raison médicale, donc en dehors de la loi qui a été promulguée en 2021, la nouvelle loi de bioéthique, il y avait aussi en 2021 des recommandations qui ont été transmises par l'Institut national du cancer et qui proposent d'informer des risques potentiels sur la fertilité de certains traitements toxiques, en gros la chimiothérapie, la radiothérapie. Et dès que ces traitements sont envisagés pour les patients, il faut leur proposer des techniques de préservation de la fertilité. Alors pour l'homme, comme c'est simple, hein, vous imaginez que c'est simple comme prélèvement, comme recueil, donc ça va être systématiquement proposé, quel que soit le degré de la toxicité du traitement envisagé. Et il y a une petite subtilité qui est apparue aussi en 2021, c'est que maintenant, on ne peut conserver que jusqu'à 60 ans. Avant 2021, c'était marqué dans la loi en âge de procréer. On verra tout à l'heure qu'un homme
peut procréer potentiellement jusqu'à sa mort. Donc il y avait certaines équipes qui congelaient jusqu'à la mort des patients. Maintenant, la loi dit c'est jusqu'à 60 ans. On verra après pourquoi. Pour la femme, c'est un petit peu différent et ça sera vraiment, en cas de préservation médicale, une discussion au cas par cas. On va s'adapter au degré de toxicité des traitements, à l'histoire de la patiente et surtout à son âge. Pour des raisons médicales, on pourra préserver les ovocytes jusqu'à 43 ans et utiliser les embryons ou les ovocytes jusqu'aux 45 ans de la patiente. Quand est-ce qu'il faut réaliser cette préservation de la fertilité ? Une grosse différence apparaît entre la préservation médicale et la préservation sociétale. La préservation médicale va intervenir avant tout traitement gonadotoxique, c'est-à-dire tout traitement qui aura un impact sur les cellules ayant la capacité de reproduction, tandis que la préservation non médicale devra intervenir avant la diminution physiologique de la fertilité. Donc, effectivement, pourquoi y a-t-il une différence d'âge entre l'homme et la femme ? Alors, pour l'homme, on a vu que pour raison médicale, c'était avant 60 ans qu'il fallait l'envisager, et 45 ans pour des raisons sociétales. Alors, il y a un âge limite, hein, puisque même si c'est relatif, chez l'homme, il y a aussi l'andropause, hein, pour faire un parallèle avec la femme, la ménopause, vous connaissez. Mais l'andropause, c'est un peu moins connu, mais c'est vrai que ça existe. Hein. En langage technique, on appelle ça, en médical, on appelle ça la DALA, la diminution androgénique liée à l'âge, et il va y avoir un impact de cette baisse de testostérone sur la qualité des spermatozoïdes. Alors c'est une vérité relative, hein, parce que on sait, hein, les hommes, beaucoup d'hommes qui potentiellement peuvent garder leur potentiel de fertilité jusqu'à leur mort. Et là, une grosse différence par rapport à la femme, où les limites d'âge sont plus restrictives, 43 ans pour raison médicale, 37 ans pour les raisons sociétales, parce que la femme va perdre sa capacité de reproduction avec la ménopause, qui est une vérité absolue, avec une baisse progressive de la réserve ovarienne et de la qualité ovocytaire qui en découle. Et du coup, les chances de grossesse sont intimement liées à l'âge de la patiente. Alors, je vais simplement revenir sur la diapo. Oui, au niveau 60 ans, hein, c'est pas pour des raisons physiologiques, hein, cet âge-là a été envisagé par les législateurs pour dire qu'il fallait non pas ne pas être papa trop vieux. Donc un petit schéma pour vous expliquer l'impact de l'âge de la femme sur les chances de grossesse. On voit sur ce schéma, au niveau horizontal, les âges de la patiente croissant et au niveau de la ligne verticale, les pourcentages de chances de grossesse par cycle. On a à 25 ans environ 25% de chances de grossesse par cycle, là où à 40 ans, on n'est plus qu'à 5%. Donc je pense qu'il faut retenir que c'est plus un enfant quand on peut et pas quand on veut. Une autre manière de vous présenter cette baisse de la réserve ovarienne liée à l'âge, c'est qu'en fait la femme va naître avec un stock de follicules au sein de ses ovaires et progressivement ce stock va se mettre en action, puis il va s'épuiser jusqu'à la ménopause. Donc on a une zone de fertilité maximale qui va être entre 25 et 35 ans, 37 ans, et progressivement ce stock s'épuise, donc la fertilité diminue jusqu'à la ménopause. Les traitements peuvent donc avoir un impact sur cette réserve ovarienne. Donc on peut naître aussi avec une réserve initiale différente. Par exemple, deux patientes à 20 ans n'ont pas la même réserve ovarienne et le même traitement va avoir un impact donc différent sur cette réserve ovarienne. Donc à 30 ans, on peut conserver une fertilité normale malgré un traitement gonadotoxique, alors que pour une autre patiente, ce traitement aura plus d'impact. Encore un schéma pour vous expliquer que voilà, le traitement va épuiser plus rapidement ce stock, donc va avancer cette zone d'hypofertilité et cette ménopause potentielle. D'où l'intérêt d'intervenir avant. Une autre notion importante, c'est l'âge limite d'utilisation des gamètes chez la femme. Pourquoi 45 ans ? C'est que finalement, obtenir une grossesse si on a des ovocytes congelés, c'est possible, mais les risques obstétricaux ne sont pas négligeables à partir de 45 ans, avec des risques de prématurité, de diabète, de prématurité, et j'en passe. Du coup, on ne peut pas avoir une grossesse à n'importe quel âge. 45 ans, ça a été marqué dans la loi. Il y a d'autres pays, comme en Espagne, où c'est 50 ans l'âge limite. Alors, on voit sur ce schéma l'Europe, avec... on voit en couleur là l'âge du premier enfant obtenu. Donc on voit qu'en France, c'est entre 28 et 30 ans, c'est autour de 29 ans, pour tout vous dire, que les femmes ont leur premier enfant. Et on voit quand même que, contrairement à ce qu'on imagine, dans les pays limitrophes, les pays du Sud, l'Italie ou l'Espagne, et même la Grèce, c'est encore au-delà. Donc l'âge du premier enfant recule, on va le voir après sur ce schéma, voilà, l'âge de l'enfant recule.
On était dans les années 60 autour de 24-25 ans, et donc en 50 ans, en 50-60 ans, on est passé à 28, 29, voire 30, 31 ans en fonction des pays. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il y a-t-il un recul de grossesse observé? Tout ça parce qu'il y a déjà une maîtrise de la contraception qui n'est pas la même dans les années 60 et maintenant. Les femmes qui travaillent, l'émancipation de la femme, avec des métiers à forte responsabilité, où il y a un recul du désir de la maternité. Le fait aussi que maintenant, les gens, avant d'envisager de fonder une famille, essayent de trouver le prince charmant, ou la sœur, et voilà, donc envisage une première union qui ne marche pas, une seconde, et ça recule forcément l'obtention du premier enfant. Une autre raison, à mon avis, importante, c'est... Parlant simplement, je te coupe 2 secondes, parlant de... Nous, on a beaucoup d'étudiants en médecine qu'on voit dans nos stages, et effectivement, ils ont toujours la volonté d'abord d'envisager leur carrière avant de mettre en route leur grossesse. Et on leur dit, parce que nous, on est au milieu, on sait très bien que ça, on leur dit qu'il faut pas... Donc il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est jamais le bon moment pour avoir un enfant, donc quand il faut y aller, il faut y aller. Et qu'il ne faut pas oublier que le déclin de la fertilité à partir de 35 ans, c'est une vraie vérité qui est malheureusement très méconnue encore. Alors, comment peut-on préserver sa fertilité? Alors, chez l'homme, c'est simple. C'est concernant l'homme pubère ou le garçon post-pubère. Dès qu'il y a la mise en route de l'axe sexuel, il va y avoir production des spermatozoïdes. Donc, c'est simple, les gens, vous verrez plus tard aussi sur le schéma, quand il y a des traitements anticancéreux, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour raison sociétale, c'est négligeable cette situation, mais en cas de traitement anticancéreux, dès que c'est possible et que le recueil puisse se faire par masturbation, les gens viennent faire le recueil au laboratoire. Alors, pour les enfants aussi, prépubères, où il n'y a pas encore l'axe sexuel qui s'est mis en route, il n'y a pas de spermatozoïdes. Il n'y a que des cellules immatures, qu'on appelle les spermatogonies, mais il est quand même possible de congeler des petits morceaux de tissu testiculaire pour envisager par la suite une greffe ou une culture in vitro de ces cellules immatures pour envisager d'avoir des spermatozoïdes, mais ça, c'est encore à l'état de la recherche. Alors, comment ça se passe en pratique? Donc, les gens vont venir faire le recueil au laboratoire, et vous entendez souvent la notion de paillettes. Alors, les gens imaginent tracer paillettes. Non, les paillettes, ce sont des petites pailles, comme ça, où il suffira d'aspirer du sperme à l'intérieur, où on aura vu au préalable des spermatozoïdes de microscope, et on va faire baisser la température de ces paillettes jusqu'à une température de moins 196 degrés. Et à ces températures, donc en dessous de moins 130 degrés, la vie s'arrête. Donc il n'y a pas de notion de péremption. Souvent les gens me posent la question, est-ce que j'ai 2 ans, 1 an pour les utiliser? Non, on peut les utiliser en théorie jusqu'à la vitam aeternam, jusqu'à la fin de l'humanité. C'est pas un souci, puisqu'en dessous de moins 130 degrés, la vie s'arrête complètement. Alors, pareil, pour les spermatozoïdes issus, le sperme, le tissu issu du testicule, on va aussi pouvoir faire de la même façon, faire baisser la température pour congeler à moins 196 degrés. Alors, les questions que les gens se posent, c'est ces spermatozoïdes congelés, est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche très bien. Avec nos résultats qu'on compare en AMP, que ce soit du spermatozoïde frais ou congelé, on a les mêmes résultats. Donc, ça marche très bien. Et puis d'ailleurs, en parlant de préservation de la fertilité, on entend dans les médias la conservation d'ovocytes, la vitrification d'ovocytes, la Tiffaine reviendra dessus. Mais en réalité, en pratique, 95% des grossesses issues de la préservation de fertilité, c'est lié à ces spermatozoïdes congelés. En 2020, c'est le résultat de l'agence de biomédecine de 2020. Et c'est vrai que c'est un recueil qui est facile. Concernant la femme, on va chercher à conserver des ovocytes ou du cortex ovarien, donc des petits morceaux d'ovaires. Une différence encore si la femme est pubère ou prépubère. Pour récolter des ovocytes, c'est plus compliqué que chez l'homme. Il va falloir passer par une phase de stimulation de l'ovulation, là où normalement au cours d'un cycle, on a un ovocyte mûr qui peut arriver à maturation. On va stimuler l'ovulation pour espérer en récolter une dizaine par ponction. Ça passe par une phase de piqûre pendant 10-12 jours jusqu'à la ponction ovocytaire qui se passe par voie endovaginale. Et le liquide récolté est ensuite donné au biologiste pour également être congelé sur ces petites paillettes dans de l'azote liquide.
Alors c'est vrai, je reviens 2 secondes. C'est vrai que quand on entend, enfin, on congèle des gamètes, hein, ovocytes, spermatozoïdes, embryons et tissus ovariens ou tissus testiculaires. C'est des cellules qui sont faciles à congeler, et parfois dans les films, hein, vous voyez qu'on peut congeler des cerveaux pour faire ou alors partir dans l'espace et congeler des corps entiers. Ça, c'est de la science-fiction. C'est très compliqué de maintenir ces cellules en survie à des températures à moins 196 degrés, et un corps humain et un cerveau non plus, impossible. Alors, pour le coup, par rapport aux spermatozoïdes, combien d'ovocytes seraient nécessaires pour pouvoir obtenir une grossesse? Est-ce qu'un ovocyte veut dire une grossesse? Malheureusement, non, pas du tout. Il faut avoir plusieurs ovocytes pour espérer avoir une grossesse. Les études montreraient qu'il faudrait à peu près le nombre équivalent à l'âge de la patiente au moment où on congèle pour espérer avoir 100% de chance de grossesse. Un petit schéma pour vous expliquer les cibles, le nombre d'ovocytes qu'on cherche à récolter, avec sur la ligne horizontale le nombre d'ovocytes et la ligne verticale les pourcentages de chances de grossesse par ovocyte, avec les lignes la plus haute à 25 ans et la plus basse 44 ans. Donc encore une fois, l'impact de l'âge. Entre 10 et 20 ovocytes, le petit carré rouge, on a entre 50 et 80% de chances de grossesse, ce qui est tout à fait acceptable dans une démarche de préservation de la fertilité. D'où notre cible de 10 à 20 ovocytes congelés en cas de préservation de la fertilité. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on espérait récolter une dizaine d'ovocytes par ponction d'ovocytes. Donc il faut savoir répéter les stimulations. Donc encore une fois, on n'est pas dans la même démarche que chez l'homme, où le recueil est beaucoup plus facile que chez la femme. Ouais, d'ailleurs, chez l'homme, un seul recueil suffit à faire plusieurs paillettes. On n'a pas besoin de faire revenir le patient. Concernant le cortex ovarien, donc pour pouvoir prélever des petits bouts d'ovaire, il faut faire une célioscopie avec une ovariectomie. Ça va s'adresser aux patientes chez qui on a une urgence thérapeutique. Donc là, on repasse dans la préservation médicale, où on n'a pas le temps de passer par cette phase de stimulation de 10-15 jours de piqûre. Ou chez la femme prépubère, chez qui les ovaires ne permettent pas l'obtention d'ovocytes mûrs. Ces petits morceaux d'ovaires sont également congelés dans de l'azote par nos biologistes. Alors, l'utilisation de ces spermatozoïdes ou ces ovocytes, qu'est-ce qu'on en fait quand on va les réchauffer? Alors, chez l'homme, voilà, les spermatozoïdes, c'est facile à réchauffer, on les sort de l'azote, on met de la paillette, ça se réchauffe. Et après, on va les préparer pour soit, au moment de l'ovulation de la femme, comme on voit sur le schéma, une dame qui est allongée avec un spéculum, on va soit les préparer donc, pour les mettre dans une seringue, il va y avoir une insémination, on va déposer ces spermatozoïdes dans l'utérus de la femme. Ça, au moment de l'ovulation, c'est très simple. Il y a une autre technique également, c'est que, comme pour la conservation des ovocytes, la préservation des ovocytes, on va faire une fécondation in vitro, mais cette fois-ci, sans passer par la phase congélation, on va prendre les ovocytes frais, on va prendre les spermatozoïdes réchauffés, et on va, comme on voit sur les images, injecter dans l'ovocyte un spermatozoïde pour créer un embryon. 2 jours ou quelques jours après, le même schéma que pour l'insémination, et au lieu de mettre des spermatozoïdes, on va déposer à l'intérieur de l'utérus de la femme un embryon, voire 2 embryons en fonction de l'âge, et voilà, et ça marche très bien. Concernant la femme pubère, pareil, on peut décongeler les ovocytes le jour du transfert. On demande au conjoint de faire un prélèvement de spermatozoïdes donc frais à ce moment-là, et l'ovocyte est alors micro-injecté et aura lieu un transfert embryonnaire. En cas d'échec de ces techniques, en cas de non-préservation de la fertilité, on a encore possibilité d'avoir recours au don de gamètes, donc don d'ovocytes, don de spermatozoïdes ou à l'adoption. Les messages qu'on aurait aimé que vous reteniez suite à cette présentation, c'est la grande nouveauté suite à la loi de bioéthique de 2021, d'où la notion de préservation de la fertilité non médicale qui est aujourd'hui possible, avec un petit bémol. Avoir des gamètes vitrifiées ne garantit pas l'obtention d'une grossesse à 100%. Si vous souhaitez des informations de l'ABM, l'agence de biomédecine a réalisé un site spécifique afin d'informer les patients à ce sujet. On n'oublie pas, un enfant c'est quand on peut et pas quand on veut. Et c'est jamais le bon moment pour avoir un enfant, donc quand il faut y aller, il faut y aller. Merci. Merci pour ces précisions. On peut dire que ce n'est pas un sujet réchauffé. Voilà. Ah, vous avez vu le timing, c'est très bien. Alors maintenant, vous le savez. Place aux questions avec nos experts. Je vois une main qui se lève. Une deuxième.
Et puis après, on continuera le petit tour de salle. Madame, c'est à vous. Bonjour, donc ma collègue, on fait partie du CHU et du CJ, le Centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Et donc c'est très important, jeunes et moins jeunes, de faire les dépistages, notamment avec chlamydia et gonocoque, et de les sensibiliser sur ce sujet-là. Ça peut être sujet à des infertilités. Et voilà, on a quand même pas mal de personnes, plutôt des jeunes, mais voilà, c'est important d'insister. Puis sur du VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis aussi. Voilà, à tout moment. Voilà. C'était pas de question, c'était un commentaire en fait. Mais vous n'en avez pas parlé sur la fertilité, la préservation. Ah, alors on n'est pas rentré dans les causes d'infertilité, c'est vrai, parce qu'on avait un timing un peu serré, mais tout à fait. Voilà. Après, de toute façon, c'est des choses qu'on recherche en systématique dans le bilan avant de réaliser quoi que ce soit. Voilà. Alors, ce qui est vrai, hein, parce qu'il y a une augmentation des IST, hein, ça c'est une vérité, mais ma collègue n'est pas forcément très au courant, mais les bilans sérologiques, normalement, vont disparaître dans la prochaine législation. Donc, il y a une vérité, et puis il y a le fait que... mais en tant que gynécologue, je pense que je continuerai à les faire quand même en début de prise en charge. C'est sympathique, on assiste à des échanges tendus. Non, on s'entend bien. Oui. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié de préciser qu'on présente aujourd'hui tous les deux cette activité, puisque la PMA dans son ensemble, ou l'AFP, vous l'entendez comme vous dites, comme vous voulez, c'est en France, ça marche uniquement parce qu'il y a une collaboration entre deux spécialités, donc la gynécologie et le laboratoire de biologie à la production. On n'est rien l'un sans l'autre, c'est ce qu'il veut dire. On ne veut pas connaître la vie privée non plus. Hein. J'ai une deuxième question juste derrière. Oui, bonjour, je suis le docteur Ivoire, médecin oncologue à l'hôpital privé de la Loire. Donc la préservation de la fertilité, bien sûr, c'est une de nos préoccupations quand on prend en charge des patients jeunes. Je voulais juste souligner des situations un peu compliquées, difficiles, souvent quand on a une femme jeune, voilà, 36 ans, 37 ans, voilà, on la voit en consultation d'annonce. On vient de lui découvrir une tumeur du sein localement avancée, pour lequel on sait qu'il va falloir débuter une chimiothérapie rapidement, qu'on n'a pas vraiment on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Et au cours de cette consultation, on pose bien sûr la question, est-ce que voilà, vous avez eu des enfants, est-ce que vous souhaitez en avoir? Et bon, on peut être confronté à des situations où la patiente me dit oui, je veux avoir un enfant plus tard. Et donc là, c'est des situations voilà, qui peuvent être un petit peu compliquées. Je veux voir comment vous abordez ce sujet quand vous... Alors c'est typiquement le cas un peu complexe, entre guillemets, où ce que je disais, on s'adapte vraiment au cas par cas, où on reçoit en général la patiente le plus rapidement possible avant tout le traitement, ensemble, pour refaire son histoire un petit peu. En effet, si elle a déjà des enfants ou pas d'enfants, c'est quelque chose qui va rentrer en compte. On va rester très honnête avec elle, en fonction de son âge. Je vous l'ai dit, on ne fera pas des miracles, on ne rajeunira pas ses ovocytes. Donc on peut lui donner des petites chances supplémentaires de grossesse si on a le temps de récolter des petites choses, que ce soit du cortex ovarien ou des ovocytes. Mais c'est quelquefois l'urgence du traitement, de vos traitements, qui fait qu'on n'a pas forcément le temps. Et donc on adapte au cas par cas. Alors, la simulation dure 10 jours, 10-15 jours, et on peut... Contrairement aux infos qu'on avait au préalable, avant il fallait attendre la première phase folliculaire, début des règles pour lancer les stimulations. Maintenant on peut lancer des stims n'importe quand. Donc au moment où la personne vient nous voir, même si elle est en phase lutéale, phase folliculaire, pour rappeler du cycle chez la femme, c'est n'importe quand, enfin, voilà, on peut débuter n'importe quand. Donc on fait souvent au moins un cycle, on essaye, si son désir est très marqué de fertilité, de faire au moins ce cycle d'une dizaine de jours. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on aura 8, 9 ovocytes. Si on reprend le schéma du nombre d'ovocytes pour espérer avoir une grossesse, on lui donne quelques chances supplémentaires. Mais ce n'est pas 100% de chance de grossesse derrière, sur une patiente qui aura peut-être 5 ans de traitement, donc on arrivera à un âge où son projet de grossesse aura peut-être changé. Mais donc c'est des choses qu'on aborde dans un moment pas facile pour elle, qui vient d'avoir l'annonce, en plus. Mais donner 30 ou 50% de chance de grossesse, c'est toujours mieux que 0 quand même. Hein. Et puis aussi la projection, nous quand on les voit, les gens ils ont l'annonce, ils sont dans le direct, dans le concret, dans le présent. Nous, on les projette pour l'après. Donc aussi, c'est important. Parce qu'avant, on disait qu'il, surtout chez les femmes, les hommes, on les voyait tous. Les femmes, il y en avait une sur deux, une sur trois qu'on ne voyait pas.
Et en fait, ça voulait dire que c'était un petit peu genre, on leur donnait plus d'espoir. Et maintenant, c'est l'inverse. Même quand on sait qu'on va pas faire grand-chose, on va peut-être tenter comme quelque chose pour donner un petit peu d'espoir. Parce que même, au départ, on disait qu'il fallait avoir 37 ans, il fallait 37 ovocytes. C'est pas vraiment vrai. Même avec 2-3 ovocytes, en plus ça dépend des âges. Les femmes aussi, hein. Même à 37 ans, on a certaines qui avec 2-3 ovocytes, c'est sur elles que la grossesse va tomber, donc c'est 100% va tomber sur elles. Donc voilà, donc on va quand même le proposer. Après, c'est vraiment du cas par cas, dans le sens où on va avoir, encore la semaine dernière, une patiente de 29 ans qui n'avait pas d'enfant mais qui ne voulait pas conserver, elle ne voulait pas d'enfant, donc on ne va pas la forcer non plus. Et à côté de ça, une patiente de 35 ans, 38 ans, qui a déjà 2 enfants, qui aimerait encore préserver. Là, on ne va pas la motiver outre mesure non plus. Lui faire subir des piqûres pendant 15 jours pour lui donner une chance minime de grossesse alors qu'elle a déjà des enfants. Voilà, on adaptera un petit peu, on ne prendra pas la décision pour elle, mais on adaptera notre discours, je pense. Et donc, il faut l'envoyer. Les patients, on les voit, même si on ne fait rien, on va les voir quand même. Très bien. Il nous reste juste 2 questions, madame, ici. Et puis, j'ai Muriel Catalano, journaliste au Progrès, qui avait une question spécifique par rapport à la fertilité. Je voulais savoir, est-ce que vous constatez une hausse de l'infertilité chez les hommes comme chez les femmes depuis quelques années? Alors, chez la femme, c'est clairement lié à l'âge, principalement. On parle énormément des perturbateurs endocriniens. Je pense qu'il y a un impact. Après, il y en a tellement, qu'il y a tellement de biais qu'on ne peut pas avoir d'études spécifiques, finalement, c'est multifactoriel. Donc, oui, mais je pense que l'âge reste la principale cause d'infertilité aujourd'hui. En gros, chez l'homme, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une baisse des caractéristiques du sperme qui a été vérifiée. Au niveau de cet impact sur les potentiels de fertilité, c'est compliqué d'être sûr qu'il y a un impact réel. La chose qui est, je sais même plus ce que je voulais dire. Bref, en tout cas, voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est en fait l'infertilité va concerner un couple sur 6 environ. Il y en a vraiment 1 sur 10 qui va vraiment être pris en charge en technique d'AMP. Et ce chiffre-là n'a pas explosé. Voilà, depuis que la PMA existe en France depuis 1980, c'est 1982, la première femme en France, c'est Amandine. 78 pour le monde, c'était, comment il s'appelle, la petite Louise Brown en 78 en Angleterre, la première enfant PMA. Et en fait, on n'a pas non plus vu d'augmentation, d'explosion, mais les perturbateurs endocriniens, c'est une réalité. Les effets qu'on voit sur le sperme, et même aussi sur les organes génitaux, alors on n'en parle pas parce que c'est un autre sujet, mais on voit ce qu'on appelle les hypospades, le pénis qui n'est pas très bien formé. On voit qu'il y a une augmentation de cette anomalie qui est liée à ces perturbateurs endocriniens, donc quand même il y a un impact de l'environnement réel. Mais pour l'instant, sur la fertilité, ça serait être un peu, pas mensonger, mais ça serait un peu hâtif de dire qu'il y a un vrai impact, puisque, je vous dis, les chiffres ne le sont pas, mais 97% des enfants en AMP, en France par AMP, 97% des enfants sont liés à une grossesse naturelle. Dans le monde, c'est 97% qui sont liés à des grossesses naturelles. Donc dans le monde, c'est 0,3 qui sont liés à l'AMP. En France, c'est 3,6. D'accord? Donc dire qu'il y a un impact, peut-être, mais le monde entier et en France, c'est encore des enfants issus de la nature qui sont présents. Ça fera l'objet d'une prochaine conférence. Je suis désolé, c'est juste pour pouvoir prendre sa question, parce qu'il nous reste 30 secondes. Je vous demanderai d'être très bref pour votre réponse. Madame, c'est à vous. Bonjour, donc je voudrais poser la question suivante. Lorsque un enfant a eu un cancer pédiatrique, un enfant fille, avant la puberté, est-ce qu'il y a des risques d'infertilité? Tout va dépendre de quel type de traitement, quel type de cancer. Avec cure d'iode. Je ne pense pas que l'iode ait un impact majeur. Après, c'est toujours pareil. Je vous rappelais le petit schéma sur la réserve. Peut-être que sa réserve initiale aura été diminuée, mais n'est pas nulle. Donc, au moment de concevoir, peut-être ne pas perdre de temps. Ou en tout cas, de consulter pour faire un point sur sa réserve ovarienne et lui voir s'il y a du temps ou pas de temps. D'ailleurs, s'il a une puberté normale, a priori, c'est que la mise en route de la puberté s'est faite correctement, c'est qu'il n'y a pas immédiatement d'impact, mais c'est, comme dit ma collègue, c'est bien de faire un point quand même. Même s'il a une cure d'iode, je ne pense pas qu'il y ait un impact. Je voulais rebondir sur l'intervention juste avant, sur sur l'obésité, en 2 mots, parce que je pense que ça peut être intimement lié. On parle de l'âge, mais on voit aussi le poids de nos patientes qui augmente fortement, et ça a un impact sur la fertilité aussi. Donc,
Voilà, donc vous avez fait un lien parfait entre la précédente conférence et celle-ci. Merci à tous les deux, on peut les applaudir pour leur intervention.